Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Le tour de l'actualité locale en quelques minutes. Voici les titres de ce mardi 24 novembre. Les Restos du Cœur lancent aujourd'hui leur 36e campagne d'hiver dans un contexte particulier, augmentation du nombre de bénéficiaires ainsi que la crise sanitaire et économique qui aurait fait basculer selon plusieurs associations 1 million de Français dans la précarité. Reportage à plaisir et invité Emmanuel Naudet-Langlois, président des Restos du Cœur des Yvelines. Emmanuel Macron qui s'exprime ce soir pourrait faire des annonces sur la pratique sportive. L'allocution sera suivie avec attention par les acteurs du secteur et notamment les propriétaires des salles de sport. Elles sont pour la plupart fermées avec le confinement, mais certaines continuent leur activité pour accueillir des adhérents munis d'une ordonnance médicale. Et puis, depuis le 16 novembre, le salon Histoire de lire est ouvert à Versailles, une édition 100% en ligne, crise sanitaire oblige. Des rencontres avec les auteurs sont organisées en visioconférence et vous le voyez dimanche, c'était avec l'ancien Premier ministre Alain Juppé. La suite également dans cette édition de notre série de portraits dédiés aux Yvelinois qui continuent le travail sur le terrain pendant la crise sanitaire. Rencontre ce soir avec la capitaine Katia Hamon, infirmière au sein des sapeurs-pompiers des Yvelines. Ce sera à la fin de cette édition. Et j'accueille sans plus tarder mon invité dans cette édition, c'est Emmanuel Naudet-Langlois. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Président des Restos du Cœur des Yvelines. Alors la 36e campagne d'hiver, je le disais dans les titres, a été lancée en ce mardi 24 novembre et ce dans un contexte de crise sanitaire et des bénéficiaires de plus en plus nombreux avec cette crise qui se déroule. Alors comment votre association s'adapte à cette campagne d'hiver particulière? Regardez ce sujet, Justine Brasier est allée ce matin dans le centre des Restos du Cœur à Plaisir. 700, c'est le nombre de repas distribués ce mardi 24 novembre par les Restos du Cœur de Plaisir. La campagne d'hiver est donc officiellement lancée. Pour l'heure, 2600 repas sont fournis par semaine pour 195 familles inscrites, un nombre de bénéficiaires qui pourrait augmenter. C'est toute une logistique derrière, justement, pour les ramasses. Tous les lundis, on fait l'approvisionnement du centre du national, parce que le national des Restos du Cœur nous donne des dotations quand même, parce qu'on ne peut pas vivre que des ramasses. Cette année, en raison de la crise sanitaire, l'organisation a dû être adaptée. 6 familles sont accueillies par quart d'heure pour limiter le contact avec les personnes. Sur la matinée, on a des créneaux, on commence à 8h30 et on finit à 11h45. On avait un bénévole qui accompagnait chaque famille. Maintenant, les personnes passent toutes seules. Nos bénévoles sont derrière les tables pour donner. On donnait du café, jus d'orange ou quoi que ce soit. Maintenant, on ne peut plus. Maillon essentiel des associations, les bénévoles. Ici au centre de plaisir, ils sont une trentaine à tourner dans l'équipe pour continuer d'aider malgré la crise sanitaire. Je me suis engagé au Restos du Cœur parce que justement il y a des besoins. Malheureusement, il y a encore des besoins et on aimerait bien que ça diminue, mais ça ne diminue pas. C'est ça le problème. Et donc on a besoin de nous, donc il faut participer, quoi. Lors de la campagne d'été, le centre des Restos du Cœur de Plaisir a enregistré 30% de fréquentation en plus par rapport à l'année dernière. On l'entendait dans le sujet, Emmanuel Naudet-Langlois, augmentation du nombre de bénéficiaires à Plaisir. Et vous le disiez il y a quelques jours sur ce plateau, lors de la campagne d'été, on enregistre des augmentations un peu partout dans les Yvelines, plus 43% au Mureaux, plus 18% à Mantes-la-Ville, plus 24% à Rambouillet. Est-ce que du coup, en ce jour de lancement, vous êtes de nature inquiet pour le lancement avec ce nombre de bénéficiaires qui augmente? Et est-ce que vous pensez que vous allez distribuer encore plus que ces 2 millions de repas, qui est la jauge habituelle pour la campagne d'hiver des Restos du Cœur dans les Yvelines? Alors, je ne suis pas profondément inquiet, mais je suis réaliste. Donc, cette nouvelle campagne des Restos du Cœur ne va pas être identique aux précédentes. On entend parler de vagues énormes qui va arriver. Moi, je pense que j'aime bien la comparaison qui est faite avec la marée au bord de la mer. Il y a des petites marées et puis il y a des grandes marées. Donc, je vois plus une grande marée arriver fin décembre et au mois de janvier. Parce qu'un certain nombre de personnes n'auront plus les aides sociales dont elles pouvaient bénéficier jusqu'à aujourd'hui. Et donc, automatiquement, elles feront appel à nous. Est-ce que vous constatez d'ores et déjà une augmentation dans le nombre des inscrits pour cette campagne d'hiver? Alors, on constate une augmentation du nombre des inscrits. Là encore, ça dépend des centres. Alors, il est vrai que les inscriptions ont recommencé la semaine dernière. Donc, la visibilité que nous avons aujourd'hui montre
je dirais, une légère augmentation, mais je pense qu'il va aller de façon croissante au cours du mois de décembre. Et quel est le profil de ces bénéficiaires? Ce qu'il y a davantage aujourd'hui de retraités et d'étudiants, c'est que les étudiants sont lourdement touchés aussi par cette crise sanitaire et puis cette crise économique. Absolument. Donc, les retraités, on en voit. On voit des étudiants parce que les étudiants, beaucoup avaient des petits boulots qui leur permettaient de financer leur loyer ou d'autres choses. Là, aujourd'hui, ils n'ont plus cette possibilité de petits boulots, donc ils font appel à nous. On commence à voir, j'ai eu un ou deux exemples aujourd'hui, de personnes qui sont au chômage partiel et qui sont venues s'inscrire parce que ils ont des difficultés. Alors, le message que je voudrais passer là maintenant, qui me paraît essentiel, on accueillera tout le monde on fera le maximum pour que les gens se sentent bien au Resto du Cœur. Si pour certains, ça ne peut être que si le besoin n'est que sur 2 ou 3 mois, aucun problème, on les accueillera avec plaisir pendant 2 ou 3 mois. Si hélas, pour d'autres, ça doit durer un peu plus longtemps, ça durera un peu plus longtemps. Par contre, on a pris les dispositions pour que les gens soient bien accueillis. C'est essentiel. C'est ça, on le voyait, les centres se sont adaptés. Il y a notamment aussi une personne, ça faut le préciser, au sein des Restos du Cœur des Yvelines qui est en charge de la sécurité et de l'hygiène. Il y a cette crise sanitaire, de l'adaptation de votre côté. Absolument. Donc là aussi, je parle et pour les personnes que nous allons accueillir et puis pour les bénévoles, parce que nous avons un grand besoin de bénévoles. Je tiens à les rassurer, nous avons pris toutes les dispositions pour que l'accueil et la réception des gens se passent dans les meilleures conditions. Donc on respecte à la lettre les normes d'hygiène et sanitaire. Donc je pense que de ce côté-là, aucun problème. Même si la distribution doit durer un peu plus longtemps que d'habitude, on respectera en priorité les règles sanitaires. La priorité, c'est la santé des gens que nous accueillons et la santé des bénévoles. Vous le disiez, augmentation du nombre de bénéficiaires. Est-ce qu'il y a tout de même une note positive peut-être? Est-ce que dans le même temps, la solidarité, les dons continuent? Est-ce que ça ne baisse pas, les dons? Les Yvelinois sont toujours solidaires? Alors complètement. Alors ce qui est important à dire, les Restos du Cœur, comme les autres assos qui s'occupent de l'aide alimentaire, on n'y arrivera pas tout seul. Donc les pouvoirs publics, je pense, ont pris conscience de la gravité quand même de la situation. On a reçu des aides substantielles de la part de la préfecture des Yvelines, et je les remercie. Ça va nous aider, je pense, à passer la campagne d'hiver. Mais je profite pour faire appel à des sociétés, peut-être dans le secteur agroalimentaire. On va avoir besoin donc d'aliments puisque la ramasse dans les grandes surfaces, petites et moyennes surfaces, a tendance à diminuer. Donc la ramasse, simplement pour information, c'est des produits qui sont en limite de consommation et qu'on récupère tous les jours. Donc il va falloir de tous les côtés qu'on aille chercher des produits alimentaires. Un appel aussi à lancer, j'imagine, aux bénévoles. Vous disiez sur ce plateau il y a 2 semaines qu'il y a une baisse à peu près de 25% des bénévoles pour les Restos du Cœur des Yvelines. C'est tout à fait ça. Alors le message que je souhaite faire passer ce soir, les bénévoles qui ont pris un retrait par rapport à l'activité à cause du Covid-19, je ne les juge pas. Ils ont eu la sagesse de se retirer. Lorsque la situation sanitaire se sera améliorée, ils seront bien entendu les bienvenus et je compte sur eux. Et le site qui s'affiche des Restos du Cœur des Yvelines pour prendre contact avec vous. Merci Emmanuel Nonnet-Langlois d'être passé en plateau. Eh bien, merci de m'avoir accueilli. Président des Restos du Cœur des Yvelines, et je le rappelle, cette campagne d'hiver, 36e campagne qui débute donc ce mardi. Autre moment solidaire qui est lui en approche, c'est la collecte nationale des banques alimentaires. Elle est programmée du 27 au 29 novembre partout en France. Plusieurs bénévoles, 130 000 très exactement, seront mobilisés dans les magasins pour récolter des denrées. Les dons sont également possibles sur un site monpaniersolidaire.org. Les banques alimentaires font face à une hausse de 20 à 25% des demandes d'aide, mais dans le même temps aussi à une baisse. Ils font face à une baisse des stocks. Ces banques alimentaires, elles font face à une baisse des stocks. Chaque année, c'est l'équivalent de 23 millions de repas qui sont récoltés par les banques alimentaires. Dans l'actualité également, c'est une prise de parole attendue. Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir à 20h dans une allocution. Selon plusieurs sources, le président de la République devrait annoncer quelques allègements du confinement en cours, réouverture des commerces non essentiels dès le 1er décembre avec un protocole renforcé, des lieux de culte également avec une jauge de 30 personnes. La règle des 1 heure, 1 km pour les balades et footings pourrait être aussi allégée. Le chef d'État devrait en outre confirmer le retour des jeunes dans les associations sportives, mais aussi de la pratique
pratique du sport outdoor. Pas de réouverture des salles de sport pour le moment. Pour autant, au programme, certaines continuent tout de même leur activité en ce moment, malgré le confinement, pour accueillir les sportifs de haut niveau et surtout pour accueillir aussi des adhérents munis d'une ordonnance médicale. Le reportage à Guyancourt de Mickaël Elmidoro. En plein confinement, on transpire dans cette salle de sport à Guyancourt. La structure est l'une des seules dans les Yvelines à rester ouverte pendant l'ensemble de la période. La raison, elle peut accueillir des sportifs de haut niveau et surtout des adhérents présentant une ordonnance médicale. C'est sur prescription médicale, donc c'est une prescription, pas un certificat, qui fait en fait office comme une ordonnance, la nécessité de faire du sport. Alors comme je vous dis, pour diverses pathologies, ça peut être physique, comme un mal de dos, un problème hypertension, problème de lombaire, etc. Ou un problème même mental, ça peut être problème dépression, stress au travail. On l'entend de plus en plus à cause du confinement, le télétravail crée beaucoup de soucis et ça peut être une pathologie qui donne accès à notre club. Au total, plus de 100 personnes viennent s'entraîner dans cette salle de sport chaque semaine. Certains viennent presque quotidiennement. L'objectif, c'est bien sûr, c'est de pouvoir être beaucoup plus sereine psychologiquement. Ça fait du bien, ça détend. Après, j'ai aussi moi un objectif sportif, donc j'ai besoin de maintenir la pratique du sport. Si je ne maintiens pas cette pratique de sport-là, mon objectif sportif, forcément, il est beaucoup plus compliqué à atteindre. Je vais devoir faire comme tout le monde, rester chez moi avec mes poids, mes haltères, mes barres et mes bouteilles d'eau. Malgré ses adhérents sur ordonnance, la structure a vu sa fréquentation baisser de 50%. Personnellement, pour moi, c'est une bonne chose parce que le sport, c'est aussi bien mentalement que physiquement, c'est hyper important. Et pour moi, avoir une activité physique quotidienne, ça nous permet de renforcer notre système immunitaire, d'être bien mieux dans sa tête. Les salles de musculation attendent maintenant les annonces du déconfinement. En bref, la nouvelle maison de santé pluridisciplinaire universitaire vient d'ouvrir à Montigny-le-Bretonneux. Ce mardi, le maire Laurent Mercquer a remis les clés aux professionnels de santé qui seront présents sur place. Ce nouveau centre, ouvert depuis hier lundi, était en réflexion depuis près de 8 ans. Le bâtiment qui l'accueille a été entièrement rénové, un site de 800 mètres carrés avec comme objectif d'attirer de nouveaux médecins. Les propos recueillis par Astrid Bergère. Entre le moment où nous avons commencé à travailler sur le projet et cette ouverture qui vient d'avoir lieu, il y a 10 nouveaux praticiens qui sont venus entrer dans ce projet. Donc dès l'ouverture de l'équipement, l'objectif initial qui était de renouveler le personnel de médecins, puisque beaucoup de nos médecins sont arrivés dans les années fin 80, début 90, seront dans quelques années à la retraite et voulaient assurer un renouvellement, et bien dès aujourd'hui, cet objectif est atteint. C'est une étape obligatoire dans le parcours d'un jeune de nationalité française. La journée de défense et de citoyenneté a été suivie en 2019 par 800 000 personnes avec l'épidémie de Covid-19. Ce rendez-vous se tient cette année en ligne. Les précisions dans ce sujet de Mélanie Poquet. La grande salle où se tient la journée défense et citoyenneté est actuellement bien vide. Depuis le 2 novembre dernier, les jeunes ne sont plus accueillis à la caserne d'Artois de Versailles. La JDC se fait en ligne depuis le 23 novembre. Le jeune va aller se connecter. Il va vérifier déjà ses données administratives, remplir un questionnaire et ensuite suivre les modules en ligne qui passent en direct et puis remplir à la fin un questionnaire de satisfaction, etc. Voilà. Donc le tout qui dure à peu près 2 heures. Les agents prennent contact avec ceux qui n'auraient pas fourni d'adresse mail. Une fois convoqués, les jeunes ont 11 jours pour suivre leur JDC, une journée obligatoire. C'est la 3e étape du parcours de citoyenneté, après l'enseignement de défense qui est dévolu en classe de 3e et de 1re, et après le recensement qui est à accomplir par les jeunes en leur mairie de domicile entre 16 ans et 16 ans et 3 mois. La JDC comporte 3 objectifs principaux: l'explication des enjeux de défense, la justification des enjeux de défense, puisque nous sommes le 3e poste après le remboursement de la dette et l'éducation nationale, et enfin et surtout l'enjeu de cohésion sociale par la détection des jeunes qui sont dits décrocheurs. Chaque année, 70 000 jeunes suivent une journée défense et citoyenneté au service national de Versailles. Les journées en ligne se tiendront jusqu'au 10 décembre prochain. Autre événement contraint de se tenir en ligne cette année, c'est le salon Histoire de lire à Versailles. Jusqu'au 28 novembre, des rencontres numériques sont organisées avec les auteurs. Parmi ces auteurs, justement, Alain Juppé, l'ancien Premier ministre, qui a récemment signé un livre sur Jacques Chirac. Bichente Mayen Santisteban et Mickaël Elmidoro. Une année singulière pour le salon Histoire de lire de Versailles. Pour maintenir au maximum des moments d'échange et de partage entre les auteurs et leur public, le matériel a dû être adapté. C'est donc un format entièrement digital qui a été mis en place.
Alain Juppé, auteur de Montchirac, ouvrage récapitulant la longue histoire politique entre les deux hommes, a participé à cette édition 2020. Je suis très heureux de pouvoir participer, même si c'est digitalement, à celui de Versailles, dont je connais aussi le rayonnement. Je voudrais surtout souhaiter que pour ceux qui ne connaissent pas Jacques Chirac, ce soit l'occasion d'avoir de lui une image un peu différente de l'image officielle, qui n'est pas toujours bienveillante, qui est parfois un peu caricaturale. Les débats avec les écrivains sont en direct sur les réseaux et les livres dédicacés peuvent être commandés avant et pendant le live. Un contact minime entre l'auteur et son public qui change de l'habituel. Pour moi, les salons du livre, c'est important parce que c'est l'occasion d'établir évidemment un contact un peu personnel avec le lecteur. On n'a pas toujours le temps de discuter longuement lorsqu'il y a une file de personnes qui viennent se faire dédicacer leur ouvrage, mais bon, même une phrase, un regard, c'est déjà quelque chose qui crée du lien avec le lecteur et je crois que c'est très important. Nous respectons tous les mesures de confinement, mais c'est beaucoup plus artificiel et ce contact personnel et humain dont je parlais, il ne s'établit pas. Une alternative que les écrivains adoptent en espérant qu'elle soit de courte durée. Supporte la situation. On n'a pas d'autre solution, en espérant, je le répète simplement, que tout ceci se terminera rapidement et que le vaccin va arriver. Malgré ces conditions bien particulières, les conférences ont lieu tous les jours jusqu'au 28 novembre. Le Salon d'Histoire de Lire a également maintenu le prix décerné aux meilleurs youtubeurs d'histoire pour mettre en avant la jeunesse et le digital. Et pour clore ce journal, la suite de notre dossier de la rédaction. Toute cette semaine, nous vous proposons une série de portraits d'Yvelinois qui continue le travail sur le terrain pendant le confinement. Rencontre ce soir avec le capitaine Katia Hamon. Elle est infirmière sapeur-pompier professionnelle dans les Yvelines. Ce portrait est signé Éléonore Sinoquier. Cela fait 20 ans qu'elle a choisi cette voie. Katia Hamon, ou plutôt capitaine Katia Hamon, est infirmière sapeur-pompier professionnelle au sein de la caserne de Saint-Germain-en-Laye. Pour elle, ce métier était une évidence. Il y a toujours eu que ce choix. Alors l'expliquer, c'est toujours assez compliqué. Il y a toujours eu que ce choix. Je pense qu'on devient infirmière quand on a... Je nous donne toujours cette qualité aux infirmiers, aux soignants. Cette qualité, c'est l'empathie. Je pense que tout soignant qu'on est, de manière générale, on a vraiment ce besoin, alors pas de sauver, ce côté sauveteur, il n'est pas du tout adapté, je le pense, mais c'est cette empathie, c'est cette envie d'être là pour les gens qui en ont besoin. Diplôme d'infirmière en poche, Katia débute alors sa carrière dans le milieu hospitalier. J'ai débuté en service d'urgence et de SMUR, donc c'est pour moi une expérience qui était indispensable pour être aujourd'hui dans la fonction opérationnelle que j'occupe. Ensuite, j'ai commencé en tant que volontaire, en infirmière volontaire. Je côtoyais de manière très régulière des sapeurs-pompiers en intervention. Un jour, un poste se libère, une opportunité pour Katia. Elle rejoint alors les rangs des sapeurs-pompiers professionnels, un nouveau défi, cela fait presque 10 ans. 12-7, parfait. Nous faisons les visites médicales de tous les sapeurs-pompiers du département à une fréquence qui est réglementée. Nous agissons donc dans l'aide médicale urgente au quotidien et également dans la partie soutien sanitaire opérationnel, c'est-à-dire dans des interventions à grande dimension ou à dimension spécifique auprès de nos sapeurs-pompiers. La deuxième mission opérationnelle aujourd'hui, c'est l'officier santé au CODIS. Depuis début février, nous avons une salle unique d'appel, donc c'est la partie 18. On ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout apprendre et tout connaître en une seule formation. Et notre quotidien, en fait, c'est une adaptation continuelle. Et j'apprends toujours dans mon métier, tous les jours. Avec la crise sanitaire, le quotidien de Katia a évidemment changé. Une mission l'a particulièrement marquée. Elle a collaboré avec l'Agence régionale de santé pour effectuer des tests PCR dans les EHPAD durant le premier confinement. Au tout début, la mission, je ne l'ai pas trop dimensionnée. Ça a pris énormément d'ampleur parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des personnes âgées qui étaient enfermées dans leur chambre. Alors, c'est plus ou moins grand, depuis plusieurs mois, et qui ne voyaient pas leur famille, et que même les soignants venaient très très peu puisqu'ils ne devaient pas du tout les exposer au Covid. On avait des personnes qu'on venait voir, qui étaient, mais alors, certaines fois, c'était d'une émotion mais terrible, qui avaient l'un aux yeux. On leur disait, mais on va vous faire un test, et puis après, en fonction des résultats, les portes vont s'ouvrir vers l'extérieur. Donc ça a été une mission prenante que pas par le temps, mais vraiment par l'émotion et par l'humain qu'on pouvait rencontrer. C'est parti. Allez, hop là.
Le capitaine a aussi participé à la formation des chiens à détecter le Covid. Elle s'est occupée de récupérer les prélèvements de sueur dans les centres hospitaliers du département. Des adaptations, mais surtout de la passion, c'est ce qui anime le capitaine Katia Hamon. Voilà, c'est la fin de ce journal et on se quitte sur cette belle image, ce coucher de soleil avec un ciel couleur feu aperçu ce soir à Saint-Quentin en Yvelines. Le journal revient dès demain mercredi pour une nouvelle édition. Merci de votre fidélité et très belle soirée sur TV78.